essentiel chez l'homme lorsque sa carence se traduit par un trouble fonctionnel et lorsque son apport à dose physiologique, pas pharmacologique, va permettre de prévenir ou de guérir ce trouble. La propriété qui est la plus importante pour expliquer le rôle des oligoéléments chez l'homme est leur capacité de fixation sur des protéines, ce qui va modifier leur forme et par la suite modifier ou changer leurs propriétés. Donc il existe un certain nombre d'oligoéléments qui sont essentiels, mais parmi ceux-ci, il y a certains oligoéléments pour lesquels il est observé des carences majeures dans les populations. Et en particulier, donc, les déficits les plus couramment observés sont les déficits en fer, en sélénium, en zinc, en cuivre et également en iode. Alors, je ne vais pas vous parler de l'iode puisque c'est un élément qu'on trouve dans les produits marins. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques mots sur le fer. Notre organisme renferme 4 grammes de fer. Et je vous ai mis la structure de l'hème, vous voyez, avec le fer qui permet donc de maintenir cette structure. Le rôle du fer est donc majoritairement, enfin, le rôle principal est le transport et l'utilisation de l'oxygène dans l'organisme, puisque donc le fer entre dans la composition de l'hème, dans l'hémoglobine, donc un pigment respiratoire, puis également dans la composition de la myoglobine, qui est une forme de stockage dans les muscles. Et puis le fer joue un rôle important dans les réactions d'oxydoréduction. La carence en fer s'appelle l'anémie ferriprive. Elle est liée à une diminution de la quantité d'hémoglobine dans le sang, mais on observe également des déficiences en fer qui se traduisent par une fatigue, une diminution des performances physiques et également des performances intellectuelles, ainsi qu'une moindre résistance aux infections. Je vous ai mis sur la diapositive les références nutritionnelles pour les populations qui ont été redéfinies récemment par l'ANSES en 2016. Et vous voyez que pour les femmes, il y a 2 chiffres, 11 ou 16 mg par jour, en fonction de l'intensité des menstruations. Les aliments qui sont riches en fer, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fer, il existe 2 formes, le fer héminique et le fer non héminique, qui ont tous les deux une biodisponibilité différente. Dans les aliments d'origine animale, on va trouver les 2 formes, fer héminique et fer non héminique. Et la biodisponibilité du fer héminique est d'environ 25% ou plus supérieure à celle du fer non héminique. Par contre, dans les produits végétaux, on trouve uniquement la forme non héminique. Et il existe un certain nombre de facteurs dans l'alimentation qui vont pouvoir moduler l'absorption de ce fer non héminique. Ainsi, la présence de tanins, de phytates, comme observé notamment dans les légumineuses, les céréales, également le zinc, vont limiter l'absorption de ce fer. Et par contre, si l'alimentation est riche en vitamine C, également en protéines d'origine animale, ça va favoriser l'absorption de ce fer non héminique. Et donc, je vous ai listé les aliments tels que définis par la table de composition alimentaire du CIQOL qui a été publiée en 2017. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Le zinc, donc, c'est un deuxième oligoélément dont je voulais vous parler rapidement. Notre organisme renferme environ 2 grammes de zinc. Et là, je vous ai mis donc, la structure d'une protéine à doigt de zinc. Donc, vous voyez, le zinc permet de maintenir cette conformation en feuillet plissé, et c'est une protéine qui joue un rôle dans la transcription génétique. Les rôles du zinc, ils sont nombreux, variés. En particulier, le zinc, il intervient dans l'activité de près de 300 enzymes, de plus de 1000 facteurs de transcription. Il permet de stabiliser la structure tertiaire de nombreuses hormones. Il intervient dans le métabolisme des lipides et dans la stabilisation des membranes cellulaires. Et de par tous ces rôles, la carence en zinc va se traduire en particulier par un ralentissement de la croissance des enfants et des adolescents, et puis une diminution de l'immunité, donc une moindre résistance aux infections et aux parasites. Il existe un risque de surcharge en zinc qui se traduit par une maladie neurologique qui est liée à un phénomène de compétition entre l'absorption du zinc et l'absorption du cuivre. Et donc, cette maladie neurologique
résulte d'une carence en cuivre. Les aliments qui sont riches en zinc sont principalement les aliments d'origine animale, donc tels que définis par le CIQOL. Il y a également les légumineuses qui sont riches en zinc. Et il faut savoir que les tanins, les phytates en particulier, donc on trouve dans les légumineuses, vont entraver l'absorption du zinc. Et c'est la raison pour laquelle l'ANSES, en 2016, a fixé des RNP, donc des références nutritionnelles des populations, qui vont varier en fonction du type d'alimentation qu'on consomme. Si on consomme une alimentation riche en produits végétaux, en produits d'origine animale d'abord, on a donc des références qui sont de 9,4 chez l'homme à 7,5 chez la femme. Et si on consomme une alimentation riche en produits d'origine végétale, on a des références nutritionnelles plus élevées, donc de 14 chez les hommes et 11 mg par jour chez les femmes. Et puis donc, en raison du risque de surcharge, il existe une limite supérieure de sécurité, ce qui n'était pas le cas pour le fer. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc le cuivre, notre organisme renferme environ 70 mg de cuivre. Je vous ai mis donc la structure d'une protéine superoxyde dismutase, cuivre-zinc, et on voit là encore que ces oligoéléments entrent dans la structure de cette protéine, qui est une protéine antioxydante. Les rôles du cuivre, là encore nombreux, donc un rôle dans les mécanismes, les réactions d'oxydoréduction. Également, le cuivre va intervenir dans la qualité des cartilages et la minéralisation osseuse. Il joue un rôle dans la régulation des neurotransmetteurs au niveau cérébral, dans la fonction cardiaque, la fonction immunitaire et également au niveau du métabolisme du fer, puisqu'il entre dans la composition d'une protéine qui permet le transport du fer, la celluloplasmine. La carence donc, en cuivre va induire une anémie, donc de par son rôle sur le métabolisme du fer, des problèmes d'ostéoporose et de minéralisation de l'os, des problèmes d'hypercholestérolémie et d'anomalies cardiaques, et également des troubles immunitaires avec, là encore, une moindre résistance aux infections. Il existe un risque de surcharge en cuivre, excusez-moi, qui va induire une toxicité au niveau du foie. Ouais. Les aliments qui sont riches en cuivre, donc principalement les abats, les crustacés, les mollusques et également les oléagineux. Et donc les références nutritionnelles des populations, l'ANSES a défini des RNP et également une limite supérieure de sécurité. Diapositive suivante. Enfin, le sélénium, dont je voulais vous dire quelques mots. Notre organisme contient 14 mg de sélénium. Je vous ai mis la structure d'une sélénoprotéine, la sélénocystéine. Donc le sélénium joue un rôle, puisqu'il est important dans la constitution des sélénoprotéines. Il intervient dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes et joue un rôle dans les défenses antioxydantes. En particulier, il rentre dans la structure d'enzymes antioxydantes telles que la glutathion peroxydase. La carence en sélénium va se traduire par différentes anomalies, en particulier une cardiomyopathie qu'on appelle la maladie de Kéchan. C'est une pathologie qui a été endémique, qui a été découverte dans des régions de Chine et qui a permis de découvrir le rôle essentiel du sélénium. Également, donc, une carence en sélénium se traduit par des troubles immunitaires, des phénomènes d'arthrose, des désordres endocriniens en raison du rôle sur le métabolisme des hormones thyroïdiennes et un retard de développement neurologique. Il y a des phénomènes de surcharge qui ont également été décrits et qui induisent une pathologie, une sélénose, qui entraîne des anomalies, une neurotoxicité. C'est la raison. Donc, c'est une pathologie également qui a été observée dans certaines régions de Chine lorsque le sol est très riche en sélénium. Il existe des apports satisfaisants. Là, on n'a pas pu définir de référence nutritionnelle pour les populations. Et puis, l'ANSES a également défini une limite supérieure de sécurité. Et les aliments qui sont riches en sélénium sont principalement les poissons, fruits de mer, viande, œufs et oléagineux, tels que définis donc par la table du CIQOL. Diapositive suivante. Ensuite, je voudrais vous donner quelques notions sur la prévalence de la carence en oligoéléments dans le monde. Alors là, je vous ai mis un tableau qui a été publié par l'OMS, je ne me souviens plus de la date,
et qui présente la prévalence des 3 principales carences en micronutriments par région dans le monde. Et vous voyez que parmi les 3 principales carences, les 2 carences majeures sont l'anémie, donc carence en fer majoritairement, et un apport en iode insuffisant, puisque plus de 2 milliards d'individus présentent une anémie, et presque 2 milliards d'individus ont un apport insuffisant en iode. Diapositive suivante. L'anémie résulte principalement d'une carence en fer, mais pas uniquement. Il peut y avoir des troubles parasitaires, et en particulier le paludisme qui entraîne une destruction des globules rouges. Cette anémie, donc je viens de vous le dire, touche pratiquement un tiers de la population mondiale. 156 millions d'enfants qui présentent un retard de croissance et 264 millions de femmes en âge de procréer qui sont anémiées dans le monde. Diapositive suivante. Là, il s'agit donc d'une carte qui a été publiée par l'OMS en 2005 et on voit la prévalence de l'anémie chez les femmes en âge de procréer dans le monde. C'est un problème qui touche majoritairement l'Afrique et également l'Inde. Diapositive suivante. Je voulais aussi vous donner un petit peu de data sur les déficits dans la population française. Alors, j'ai trouvé différentes publications. Là, il s'agit d'une publication en 2015. Donc, suite à des travaux de l'ANSES, il s'agit d'étude 1K2, qui est une étude d'évaluation de la consommation alimentaire des Français entre 2006 et 2007. Et donc, ils ont rapporté dans ce travail le pourcentage de la population qui n'atteint pas les besoins nutritionnels ou alors qui dépasse les valeurs limites. Alors, j'ai entouré le cuivre, le zinc et le fer, et donc on voit que chez l'adulte, 33% de la population n'a pas ses besoins satisfaits en cuivre, 26% en zinc et 36% en fer. Je n'ai pas entouré le sélénium, mais on voit que ça correspond à peu près à 13% de la population. Et les chiffres sont encore plus importants chez les enfants. Diapositive suivante. Ensuite, j'ai voulu vous montrer un peu si on stratifie en fonction du type d'alimentation. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été publiés par Benjamin Alès de l'ERN en 2017, à partir des données de l'étude Nutrinet Santé, que vous connaissez peut-être. C'est une étude sur un échantillon de 500 000 personnes. Ce sont des nutrinautes qui sont suivis depuis 2010, mais l'étude est toujours en cours. Et c'est une étude par Internet pour évaluer le lien entre alimentation et santé des Français. Et donc, ils ont stratifié leur population en 3 types, les omnivores, les végétariens et les végétaliens. Donc, on définit les végétaliens par des personnes qui consomment aucun produit d'origine animale. Par contre, chez les végétariens, on peut avoir des personnes qui consomment des produits laitiers ou des produits laitiers plus des œufs et éventuellement du poisson. Et on voit que alors là, ce sont des échantillons de femmes, 73 000 femmes, et la prévalence d'inadéquation d'apport en fer est élevée chez les femmes, mais particulièrement chez les femmes omnivores. C'est le cadre en orange. Par contre, chez les femmes végétariennes et végétaliennes, que la prévalence d'inadéquation en zinc est la plus élevée. Diapositive suivante. Si l'on regarde chez les hommes, on voit qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le fer chez les hommes, quel que soit le type d'alimentation. Et on retrouve le même profil chez les hommes que chez les femmes en ce qui concerne l'inadéquation de la prévalence en zinc. Voilà. Diapositive suivante. Alors, quelles sont les principales causes de la carence en oligo-éléments? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, dans les populations occidentalisées ou dans les populations en voie de développement, dans lesquelles il y a une diversité de l'offre alimentaire qui est beaucoup plus faible, l'alimentation est beaucoup moins variée. Dans nos populations, ce sont surtout des apports inadéquats liés à une alimentation qui est très raffinée, voilà, consommation d'alimentation raffinée, céréales raffinées, des erreurs alimentaires également parfois. Et puis dans les populations en général, on peut avoir une carence suite à une augmentation des besoins,
chez les femmes enceintes, chez les fumeurs, il y a une augmentation des besoins, chez les sportifs également. Et puis chez les sujets âgés, alors là, ça résulte en général d'une diminution de l'absorption des oligo-éléments suite donc au vieillissement. Et puis, il y a certaines pathologies qui vont pouvoir altérer donc, le statut en micronutriments chez l'homme. Diapositive suivante. Les conséquences de ces carences sont importantes à tous les cycles de vie. Si on commence par le bébé, on voit qu'une carence en oligo-éléments va entraîner, alors de la mère, va entraîner un faible poids de naissance, une mortalité plus élevée et un développement mental entravé. Et puis, chez les enfants et chez les adolescents, là encore, une carence en micronutriments va ralentir la croissance, va induire une capacité mentale réduite, une fatigue plus importante, des infections plus fréquentes et donc des difficultés, va entraver en fait la scolarité de ces enfants et de ces adolescents. Ceci va jouer un rôle sur le statut socio-économique à l'âge adulte avec une productivité qui va être réduite et puis chez la femme enceinte, des complications périnatales et une mortalité accrue. Enfin, chez les aînés, on assiste à une augmentation donc, de la morbidité par ostéoporose en particulier et de la mortalité accrue. Diapositive suivante. Le coût humain des carences en vitamines et minéraux, donc pour parler uniquement des micronutriments, des oligo-éléments, on voit que la carence en oligo-éléments entraîne une perte de vie annuelle importante. Plus de 1 million d'enfants de moins de 5 ans qui meurent à cause d'une carence en vitamine A et en zinc, et 130 000 femmes et enfants dans le monde qui meurent à cause de l'anémie ferritique. Ça perturbe également la vie de ces populations. 18 millions de bébés qui présentent une déficience intellectuelle à la naissance à cause de la carence de la mère en fer. Et puis, une perte de productivité, plus de 1,6 milliard de personnes qui souffrent d'une capacité de production réduite à cause de l'anémie. Diapositive suivante. Donc, un coût économique également très important puisque la dénutrition et la carence en micronutriments dans le monde coûtent jusqu'à 2 trillions de dollars par an. Diapositive suivante. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer un statut en micronutriments? Alors, il y a différentes façons. Dans les populations industrialisées où on a une offre alimentaire très abondante, à part certaines populations très précaires, par une diversification de notre alimentation, on va pouvoir avoir un statut en micronutriments adéquat. Par contre, dans certaines populations, c'est plus complexe et il y a d'autres approches possibles. La fortification alimentaire, dont je vais vous parler, la supplémentation par complément alimentaire également, et puis la biofortification, dont je ne vais pas vous parler, mais qui va certainement être abordée dans la suite des présentations. Diapositive suivante. Donc, la fortification des aliments, c'est un processus qui consiste à ajouter des micronutriments aux aliments. C'est une stratégie qui est bien identifiée par l'OMS et la FAO. Dans nos pays, vous connaissez le sel de table qui est iodé, et puis également le lait qui est fortifié en vitamine D, également des céréales fortifiées en fer, et puis il y a tout un nombre d'aliments qui ont été proposés pour les pays en voie de développement, des biscuits fortifiés en fer pour l'Inde, de la sauce soja enrichie également en fer pour la Chine, et je vous en ai listé un certain nombre, je ne vais pas tous décrire. Diapositive suivante. La supplémentation en oligo-éléments est également une autre stratégie, en particulier qui est adoptée en Afrique et en Inde. Et c'est une stratégie qui a montré que le coût, un rapport avantage-coût extrêmement intéressant. Si l'on regarde par exemple en Asie méridionale, vous voyez le rapport avantage-coût de 13,7 sur 1, donc vraiment une stratégie très intéressante pour ces populations. Diapositive suivante. Donc pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Finalement, je voulais en conclusion, vous montrer que les micronutriments et les oligo-éléments en particulier sont au cœur de la survie, du développement et de la santé des populations et permettent de répondre aux objectifs du millénaire pour le développement,
qui sont au nombre de 5. Donc, premier objectif, améliorer l'extrême pauvreté. Et on voit que la consommation de fer va permettre de réduire l'anémie et ainsi permettre une plus grande productivité et donc un meilleur potentiel de revenus. Le deuxième objectif du millénaire, c'est assurer l'éducation pour tous. Et chez les jeunes enfants, le fer va permettre d'améliorer le développement cognitif. Le zinc va permettre de réduire la fréquence et la gravité des diarrhées, réduisant le nombre de jours d'école perdus et donc dans l'ensemble de faire que les enfants réussissent mieux leurs études. Voilà. Le troisième objectif, c'est promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et on voit que le fer améliore la productivité économique des femmes. Enfin, un quatrième objectif qui est de réduire la mortalité infantile. Un statut adéquat en zinc va permettre de réduire la fréquence et la gravité des diarrhées qu'on observe dans les populations des pays en voie de développement, ce qui est une cause importante de mortalité infantile. Et puis, le cinquième objectif qui est d'améliorer la santé maternelle. On voit qu'un statut en fer adéquat améliore le taux de survie maternelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir convaincu du rôle essentiel des oligo-éléments pour la santé de l'homme dans le monde.